c'est un tel plaisir, c'est vraiment quelque chose de tellement à la fois charnel, à la fois intellectuel, ce métier, qui fait qu'on on prend conscience tout le temps quand on le fait, encore une fois, de la chance qu'on a, du côté luxueux de notre travail, et puis du plaisir qu'on a à le faire, dans cette région en plus. C'est ce que je dis, je veux dire, ce qui serait impardonnable en fait ici, c'est de mal faire notre métier. Il faut qu'on savoure en fait, finalement, tous les jours, la chance extraordinaire qu'on a, et en contrepartie, non seulement en être conscient, mais probablement multiplier ce qu'on peut donner en échange. Il y a dans l'inconscient du public une chose qui est directement liée à la danse, avec le nom associé au nom de Monte-Carlo. Donc quand on met les ballets de Monte-Carlo, l'histoire de la danse a été tellement riche ici, et dans le vrai sens du terme, que le spectateur a toujours envie de venir voir cette compagnie. Ça peut être un inconvénient parce que effectivement le travail de création, le travail artistique est souvent volontairement très éloigné du superflu, du luxe, de ce qui peut se rapprocher du divertissement. Et il y a une telle volonté, à juste titre d'ailleurs, du monde chorégraphique depuis maintenant une trentaine d'années, de se détacher de l'image que la danse avait, particulièrement liée au fait qu'elle était attachée aux opéras lyriques et qu'elle s'occupait des divertissements au sein des opéras, depuis justement les ballets russes, où on a pu montrer que la danse était un art en soi et qu'elle se suffisait à elle-même finalement. Il faut jouer avec cette image qui souvent est un peu un handicap, et je crois que là, la volonté de la princesse de Hanovre de pas accentuer finalement ce qui déjà était présent avec le sens un peu lourd qu'on avait apporté avec l'image de Monte-Carlo, de dire préoccupez-vous de ce que peut être la danse aujourd'hui. On n'a pas à forcément avoir une mission, je dirais, totalement avant-gardiste, mais en tout cas que la compagnie soit aujourd'hui reconnue pour son contenu et pas seulement pour son contenant. Les musiciens, tous les plus célèbres vinrent à Monaco, Berlioz, Saint-Saëns, Fauré, Debussy. Au siècle dernier, avec le succès du Casino, on confie à Charles Garnier, le célèbre architecte de l'Opéra de Paris, la construction d'une salle de spectacle. Sarah Bernard l'inaugure le 25 janvier 1879. Depuis ce jour, l'Opéra de Monte-Carlo joue un rôle de premier plan dans la création lyrique, chorégraphique, symphonique et contemporaine. Monaco attire les plus grands artistes qui s'y retrouvent régulièrement. Eh bien, quelques souvenirs justement de musiciens illustres et merveilleux qui sont venus à la maison. Placido Domingo qui a fêté son anniversaire. Nous avons fait un 4 mains assez amusant. Zubin Mehta, qui était venu, le chef d'orchestre, qui est venu également lors du concert des Trois Ténors, Maxime Vengerov, avec lequel nous avons fait beaucoup de musique. Enfin, je veux dire vraiment tous les grands musiciens qui viennent à Monaco ou s'y produire ou s'y reposer, passent régulièrement à la maison. Je viens donc de vous jouer du Chopin, car hier j'ai appris une anecdote assez amusante et émouvante sur la maison. En 1939 habitait ici une famille qui s'appelait les Rosenthal. Et Monsieur Rosenthal, quand il a vu que les événements devenaient très dangereux, a fait venir toute sa famille d'Autriche et il l'a cachée ici dans le rez-de-jardin. Ils sont donc restés jusqu'en 1945 et toute la famille a survécu. Il avait une fille qui était pianiste et apparemment qui jouait très bien du piano. C'est une histoire vraie puisqu'elle l'a racontée elle-même. Et un jour, son père, pendant la période de la guerre, lui demande de jouer la première ballade de Chopin. Elle la travaille pendant un mois et elle lui dit « Papa, maintenant je peux la jouer pour toi ». Il lui dit « Écoute, si tu la joues bien, tu auras un très beau cadeau ».
Apparemment, elle a dû très bien la jouer, puisque le lendemain matin, lorsqu'elle est descendue, elle a trouvé dans le grand hall que vous connaissez, là où se trouvent les fresques, elle a trouvé un Steinway de concert qui l'attendait. Il faut dire que M. Rosenthal était un grand amateur d'art. C'est peut-être pour ça que cette maison a de bonnes vibrations. Il avait des Bruegel, des maîtres flamands. Il avait, paraît-il, une des plus belles collections de tableaux de toute la principauté. De riches amateurs d'art, il y en eut beaucoup sur la Riviera. Théodore Reynac fut de ceux-là. Nous devons cette maison à Théodore Reynac, qui est un savant passionné par la civilisation grecque et qui a souhaité rendre hommage à cette civilisation en construisant la villa Kyrillos. Kyrillos qui signifie hirondelle de mer, donc déjà même le nom est poétique. Et si vous regardez sur les murs, il ne s'agit pas d'un pastiche, contrairement à beaucoup de maisons que l'on voit sur la Côte d'Azur, mais ce sont là directement des scènes que l'on trouve sur des vases grecs du IIIe siècle avant le Christ, qui montrent déjà la démarche d'un érudit. Et vous avez des scènes de la mythologie que vous pouvez voir donc, tout au long des murs de ce péristyle de la Villa Kyrillos. Cette folie, c'est moins une folie, c'est une folie qui, si vous voulez employer ce terme, qui a du fond. Car il me faut citer à ce moment-là un deuxième homme qui est bien sûr absolument essentiel dans la construction de Kyrillos. C'est un architecte, Emmanuel Pontremoli, un architecte Grand Prix de Rome, qui est formé aussi à la discipline de l'archéologie et qui va savoir utiliser des données anciennes en même temps que le goût artistique du début du siècle, qui va donner ce mélange savant que l'on trouve à la Villa Kyrillos. Donc un mélange d'érudition, d'art décoratif aussi, car bien sûr à Kyrillos rien n'est du carton-pâte. Vous avez ici des marbres monolithes, vous avez partout des fresques. Il ne s'agit pas de simples peintures, ce sont véritablement de la fresque après qui sont encaustiquées. Vous avez plus de 1000 mètres carrés de mosaïque au sol, vous avez de la poudre de marbre dans tous les enduits de la maison, des bronzes un peu partout. Ne serait-ce que même que dans les matériaux employés, on voit la qualité de l'ouvrage. Le phénomène marquant, d'ailleurs qui peut-être existait encore aujourd'hui pour des personnes riches, c'est que finalement, à la Belle Époque, d'abord la saison a lieu l'hiver, ce qui est déjà un grand changement par rapport à aujourd'hui. Et en fait, en ce qui concerne par exemple Théodore Reynac à la Villa Kyrillos, il était en plus parlementaire, donc il n'arrivait ici qu'à la période de Noël pour en repartir 15 jours après, ce qui est excessivement court. Quand vous pensez que cette villa a coûté 9 millions de francs or de l'époque, ce qui représente à peu près 300 millions de francs d'aujourd'hui. Faire édifier à grands frais une villa pour l'occuper 15 jours dans l'année, on peut dire que ce n'est pas d'une rentabilité extraordinaire. Ou des maisons déjà comme la Villa Kyrillos suscitent des caprices. On a par exemple Tina Turner, la chanteuse américaine très connue, qui s'est amourachée de la villa et qui, dans une démarche alors là, très différente de Théodore Reynac, mais aurait souhaité ou souhaiterait avoir une maison qui ressemble à Kyrillos. Mais alors là, il s'agira d'un pastiche, alors qu'ici même, c'était quelque chose qu'a toujours refusé Emmanuel Pontremoli, c'est-à-dire que Kyrillos n'est en aucun cas un pastiche, c'est plus qu'une reconstitution, c'est une réinvention d'une maison grecque de Délos du IIe siècle avant Jésus-Christ, une maison antique. Création ou reconstitution, l'imaginaire des riches mécènes de la